Donc, bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième conférence du cycle Black Mirror, organisée par Cap Digital. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à l'épisode consacré à la réalité virtuelle. Et pour cela, donc, j'ai autour de moi Stéphane Netkin, qui est le directeur de l'Engmin, l'une des principales écoles de jeux vidéo basée à Angoulême. Et Chloé Jarry, vous êtes productrice chez Caméra Lucida, et vous êtes spécialiste du cross et du transmédia. Vous faites du web documentaire, des applications, etc. Donc Black Mirror, ce qui, je pense, nous réunit aujourd'hui, c'est une série que certains décrivent comme dystopique, mais qui est aussi vue comme un miroir grossissant, déformant de notre société et de ses dérives, et notamment dans tout ce qui concerne les nouvelles technologies. Ça appuie fortement, parfois de manière un peu caricaturale, sur les nouvelles technologies, comment est-ce qu'on s'en empare et comment est-ce que tout cela pourrait dériver. Pour donc cet épisode consacré à la réalité virtuelle, on parle beaucoup de réalité virtuelle ces derniers temps parce que c'est revenu sur le devant de la scène avec l'arrivée des casques Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation VR. Mais comme vous le savez, la réalité virtuelle n'est pas une technologie nouvelle. Dans les années 90, il y avait déjà eu pas mal de casques qui étaient sortis. Le plus connu d'entre eux est très certainement le Virtual Boy de Nintendo. Et cette réalité virtuelle avait nourri beaucoup de fictions sorties dans les années 90 et au début des années 2000. La plus célèbre d'entre elles étant très certainement Matrix, mais il y a également eu Tron, le cobaye, ou Existence, dont le thème se rapproche certainement le plus de cet épisode du jour. Et donc, peut-être pour commencer cette conférence, le thème commun de tous ces films, et aussi de cet épisode de Black Mirror, c'est que la réalité virtuelle, ça peut très mal tourner. Et vous, dans votre champ respectif, donc le jeu vidéo et la fiction, est-ce que la réalité virtuelle, c'est une technologie, on va dire, comme les autres, ou avec laquelle vous prenez quand même un petit peu de pincettes ? C'est un peu trop tôt pour prendre des pincettes. Les étudiants de l'Engmin, ils font des jeux en réalité virtuelle depuis 4 ans, je dirais. Je crois, au moment où ils sont sortis, on a pu utiliser la première version de l'Oculus Rift, et des jeux en réalité augmentée depuis plus longtemps, parce que l'idée d'utiliser un pad quelconque comme système de réalité augmentée, on essaye d'éviter un certain nombre de choses qui sont des choses très terre-à-terre. C'est-à-dire, on apprend aux élèves toute la mécanique qu'il faut faire pour pas être malade quand on porte un casque. Et on se pose un certain nombre de questions, mais qui sont plutôt des questions d'anticipation. Je veux dire, d'une certaine façon, il y avait un projet il y a 2 ans ou 3 ans, je ne me souviens plus, où on vivait les 10 dernières minutes à l'intérieur des tours jumelles au moment où elles vont disparaître. C'était pas vraiment un jeu parce qu'on pouvait pas gagner. On pouvait choisir entre sauter par la fenêtre et se laisser écraser par l'immeuble. Mais ça posait des vraies questions sur jusqu'à quel point ça a un sens de simuler un événement comme celui-là. Est-ce qu'on ne joue pas uniquement sur le sensationnel, etc. Et effectivement, c'est des questions qui sont posées. Des questions du genre de celles qu'on va voir dans l'épisode ne sont pas encore vraiment la clé de l'enseignement, dirais-je. Et Chloé ? Oui, donc la question c'est est-ce qu'on prend des pincettes ? Alors, on prend des pincettes de toute façon à partir du moment où je pense où on est producteur de contenu. En général, on essaie de prendre des pincettes. Alors, nous, on produit un petit peu de fiction en réalité virtuelle, mais surtout, le premier et projet qu'on a lancé là, dernièrement, c'est plutôt du documentaire, voire même une expérience journalistique. Et je pense on était plutôt dans l'idée de pousser les frontières de ce qui avait pu être testé jusqu'à présent en termes de durée, en termes de comment les gens pouvaient évoluer avec un casque, comment on peut accepter d'avoir à la fois des avatars virtuels et des avatars qui représentent les gens autour de soi, parce que c'est une expérience collective, plutôt que de prendre des pincettes, si ce n'est de prendre des pincettes parce qu'on fait un travail journalistique et que du coup il y a une éthique de ce qu'on met dedans et de voir comment les gens le comprennent, et on essaie d'être le plus cohérent et éthique possible
mais que ça serait la même chose dans un film ou sur un autre support. Enfin, voilà. Je joue simplement en t'entendant répondre. C'est la même chose dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo joue, même quand on n'est pas un casque de réalité virtuelle, joue sur des mécanismes psychologiques, d'apprentissage, de crédibilité, d'engagement du joueur, etc., qui peuvent être utilisés à tout un tas de fins, plus ou moins éthiques. Et donc, si on doit prendre des pincettes, c'est pas parce que maintenant on a des casques de réalité virtuelle. C'est parce que profondément, on a un média qui a une force de conviction qui peut devenir trop forte ou trop dangereuse. Et je dis pas uniquement en jouant sur l'aspect perceptif, mais par exemple sur le fait que le joueur a l'impression que c'est lui qui décide, alors que souvent il ne décide pas grand-chose. Et donc, de le convaincre, il amène à une situation. Donc, s'il y a une réflexion globale et éthique à avoir, elle n'est pas particulièrement liée, à mon avis, à la réalité virtuelle. Alors, je suis évidemment d'accord avec Stéphane, et à la fois, parce qu'on en parlait juste avant la conférence, donc je ne sais pas si on en parle maintenant ou en réaction à l'extrait auquel on faisait allusion tout à l'heure. Mais c'est vrai que nous, on a eu des retours par rapport à l'expérience dont je parle tout à l'heure, qui est donc un projet qui s'appelle The Enemy, et qui est une expérience journalistique dans laquelle on met l'utilisateur en collectif, puisqu'on a jusqu'à 20 utilisateurs en même temps, au cœur de face-à-face entre des combattants de plusieurs conflits du monde, qui ne se battent pas, mais qui témoignent de leur vie dans le conflit. Et on s'est rendu compte qu'avec, en tout cas, un certain nombre un certain type d'audience, et en particulier les plus jeunes, dans des études qu'on a pu faire sur leur ressenti, ils avaient une plus grande, ils accordaient une plus grande véracité à ce que disaient les combattants qu'ils avaient pu voir dans cette expérience de réalité virtuelle, par rapport à ce que disaient être dans le journal télé ou ce qu'ils peuvent voir sur Internet, sur lequel ils ont assez, de gros doutes toujours, de dire de toute façon tout ça on est manipulé, tout ça est fabriqué, et on ne sait pas si c'est réel, si c'est faux. Et là, étonnamment, alors qu'ils étaient dans une expérience qui est entièrement en 3D et dans laquelle on trichait pas, on leur faisait pas croire que c'était autre chose que de la 3D, mais on avait tout un environnement qui expliquait bien que cette 3D avait été fabriquée à partir de sources et d'interviews réelles faites sur le terrain. Mais dans leur récit, en tout cas dans cette étude-là, ils exprimaient que ils avaient cru, et en tout cas ils accordaient plus de véracité aux propos portés par les combattants qui rencontrent dans l'expérience, parce qu'il n'y avait pas d'écran, parce que ce témoignage était direct. Alors évidemment, on est bien dans de la réalité virtuelle, et il est direct dans la sensation, mais il passe à travers plein de choses fabriquées par une machine quand même. Donc on va commencer par le premier extrait, donc pour juste recontextualiser. Donc cet épisode se concentre sur Cooper. Donc il y a un jeune homme qui rentre d'un tour du monde, qui a besoin d'argent. Il tombe sur une petite annonce qui lui propose de tester en avant-première un futur jeu vidéo contre beaucoup d'argent. Et on va voir ce que ça va donner. Donc premier extrait, s'il vous plaît. You ready? Yes, sir. Nearly there. Turn that off. All done. Feel okay? Uh-huh. Feel great. Watch the targets. Okay. What do you see? Like a
Like a video game gopher? Is there more detail now? Yeah. Yep. Yeah. And now? Holy fuck! Holy shit! He's right. He's right. He's right. Can I? He's not real. He's a sort of mental projection. You can see him. I can't. You can't. Donc là, on est un peu dans le stade suprême de la réalité augmentée. Plus besoin de casque, pas besoin de lunettes, juste un dispositif branché directement, on va dire, dans le cerveau. Est-ce que c'est quelque chose vers lequel on pourrait peut-être aller, voilà, se débarrasser des dispositifs pour accéder à une autre réalité sans avoir besoin d'appareils sur ses yeux? Si la question est purement technique, je pense qu'on en est quand même assez loin. D'abord, il y a eu un certain nombre d'expériences qui ont été faites avec des casques qui captent directement les ondes cérébrales. cérébrales. Il y a tout un travail autour de mesures des sensations du pouls, de la sudation et des choses comme ça. Brancher directement sur le cerveau, je ne sais pas si on peut, mais avant, il reste une étape qui est très profonde, c'est-à-dire que ce qu'on sait faire à l'heure actuelle, c'est interpréter ces signaux physiologiques à un niveau primaire. On peut s'apercevoir que quelqu'un perd son attention, on peut se servir par exemple d'un jeu vidéo pour entraîner les gens qui ont des pertes de l'attention, mais si on veut interpréter ça au sens sémantique, c'est-à-dire quelles sont les sensations, quelles sont les émotions du joueur, ben là, ça viendra peut-être un jour, mais on n'y est pas encore. C'est-à-dire l'interprétation de l'ensemble des mécanismes en termes émotionnels ne peut pas être fait. Ceci dit, c'est un rêve. Hein. On parlait tout à l'heure d'existence. Dans l'idée de brancher un appareil, alors qui est moins technologique ici dans Existence, c'est des espèces de... Les pods sont des bestiaux, des petites bêtes qui vivent et qui se branchent dans votre corps. Peut-être que d'ailleurs c'est comme ça qu'on y arrivera, c'est-à-dire en n'utilisant pas uniquement de la technologie numérique, mais de des biotechnologies. Peut-être qu'on arrivera effectivement, probablement un jour on arrivera à avoir une interface sans dispositif, mais pour l'instant on ne sait pas faire. On ne sait pas faire même ce qu'il y a dans Minority Report, c'est-à-dire un écran inexistant, instancié dans l'espace. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse faire plein d'autres choses avec tout ce qu'on sait faire à l'heure actuelle. Là aussi, ce qui est le plus frappant dans cet extrait, c'est qu'on est rentré dans un jeu, il y a une créature absolument adorable qui sort de la table, on sait qu'on va jouer à un tap-taupe, c'est assez intuitif, mais on supprime tout ce qui est interface de jeu. Il n'y a pas d'écran, et il n'y a pas de manette, il n'y a pas d'indication pour vous dire combien de vie vous avez, quelle est la vie de la bestiole, le nombre de décès auxquels vous avez droit. Est-ce qu'en supprimant totalement l'interface, on ne mélange pas aussi un peu ce qui est vrai et ce qui est faux et on n'est pas tout à fait certain qu'on est dans un jeu? Si, probablement, mais c'est peut-être... Il n'y a pas tellement besoin de supprimer l'interface. Il suffit de penser à tous les gens qui font des jeux en réalité augmentée, des jeux transmédia, où c'est le téléphone que vous avez dans votre poche qui reprend son rôle de téléphone. Le jeu vous téléphone, vous envoie des SMS, c'est votre email qui vous sert d'interface. Et le moment... Il y a un principe général de la théorie des jeux, pas des jeux vidéo, qui est... il y a quelque chose qu'on appelle le cercle magique. Le cercle magique, c'est le temps et l'espace dans lequel un joueur considère que les règles du jeu deviennent plus importantes que les règles de la vie. Et ça, c'est vrai dans tous les jeux. C'est une idée qui est assez ancienne, qui a été... Et justement, ce qui est intéressant, et ce qui apparaît déjà, par exemple, avec les jeux massivement multijoueurs, c'est que le cercle magique est brisé. Il est déjà brisé dans le temps. Un MMORPG, il n'y a pas de moment exact où vous pouvez venir le rejoindre n'importe où. Ensuite, il est brisé dans l'espace, dans des jeux comme les jeux transmédia, In Memoriam d'Eric Viennot et les ARG.
eh bien, vous allez jouer en parcourant la ville. Tous les jeux géolocalisés vous amènent à vous déplacer. Il n'y a plus d'endroit particulier où on joue. Et progressivement aussi, la relation sociale. C'est-à-dire qu'un cercle de jeu, c'est une relation, vous jouez au tennis ou au bridge, vous retrouvez des gens avec qui vous avez l'habitude, eh bien, ce cercle social est peut-être ouvert, et est ouvert à des gens que vous n'avez jamais rencontrés, que vous ne connaissez que par leur pseudo, et donc, cette idée que le jeu est partout, et n'a plus une interface naturelle qui est le pad, est certainement, alors là, par contre, certainement en train d'arriver, et d'arriver d'autant plus que avec les objets connectés, eh bien, du mobilier urbain peut devenir une interface de jeu. Vous pouvez créer des objets qui n'ont d'autre raison d'être dans l'espace ou dans la ville que de vous renvoyer. Imaginez, il paraît d'ailleurs, ça a été fait, moi j'ai écrit ça dans un bouquin, vous avez un distributeur d'eau dans votre bureau, et chaque fois que vous allez boire de l'eau dans votre bureau, vous gagnez des points dans World of Warcraft. Eh ben, le distributeur d'eau a changé de sens, il fait partie de ce qui vous donne de la puissance, surtout s'il y a d'autres gens dans votre bureau qui boivent de l'eau et jouent à World of Warcraft. Chloé, dans la fiction, le cinéma, le documentaire, bon, il est communément admis, vous regardez quelque chose sur un écran, vous êtes immergé dans les images, dans le récit, dans ce qu'on vous renvoie. Et l'une des critiques qui revient assez régulièrement sur les casques de réalité virtuelle, c'est que il y a un dispositif, il y a un casque qui isole, qui peut être gênant parce qu'il peut être lourd, parce qu'il peut on peut transpirer, on peut se sentir mal. Quand vous voyez ce type de dispositif, est-ce que voilà, ce serait pas quelque chose aussi un peu d'idéal pour la fiction et le documentaire? On enlève cette contrainte, on est quand même dans la réalité augmentée, virtuelle, mais sans la contrainte du casque. Oui, alors idéal, vu ce qui lui arrive à la fin, je suis pas tout à fait sûre, mais Faut pas spoiler non, sans spoiler, mais enfin même ce qu'on va voir dans les extraits à venir. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la réalité virtuelle est encore pas tout à fait mature comme, je dirais, comme outil, que ça soit de jeu, Enfin, je suis sûre que vous avez tous fait, j'espère, en dehors de cette salle, plein d'expériences et vu des films qui vous ont marqué, touché, éventuellement intéressé seulement. Voilà, mais on sait qu'on est au tout début de ça. On est au tout début de l'utilisation, en tout cas en termes de narration, de ces outils de réalité virtuelle. Alors c'est vrai que c'est pas confortable, c'est vrai que ça fait mal au nez, que quand on a des lunettes, ça fait en plus mal à la tête, que quand c'est trop long, ça peut vraiment faire mal derrière les yeux. Enfin, on a tout entendu. Je pense que plus la qualité des casques va avancer, et ça on sait que ça va l'être, plus ça sera confortable. On sait aussi que plus le corps est immergé, et c'est ce qu'a apporté le Vive par exemple, et c'est ce que nous on a essayé de faire avec The Enemy. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est plus seulement être assis sur une chaise avec un câble qui vous relie à un ordinateur. Je parle même pas des casques téléphones, mais même les casques de qualité haute comme l'Oculus ou le Vive, où on est assis, où on a l'impression de pouvoir en effet évoluer, mais à travers des manettes, à travers des joysticks ou des choses comme ça. C'est pas encore la panacée. Dès qu'on commence à être debout, qu'on peut vraiment marcher avec ses pieds, faire avancer son corps, interagir avec ses mains, éventuellement voir aussi son corps, parce que ça c'est quelque chose qui ressort très souvent des retours des utilisateurs, de dire moi je vois pas mon corps, je suis hyper perturbé par ça. C'est sûr que voilà, quand on voit ça, on est encore dans une autre dimension de tout ça. Mais je pense que ça avance assez vite et que les formes d'expériences qui sont en train de se mettre en place au fur et à mesure, la qualité des casques va évoluer et que moi je fais pas de prédiction, je sais pas si un jour
on arrivera à se mettre une puce dans la nuque, là. Moi, ça me fait un peu flipper quand même. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura d'autres moyens plus confortables d'être immergé dans une histoire. Après, la façon dont on raconte l'histoire et tout ça, c'est encore autre chose. Voilà, ça, on peut déjà expérimenter, avoir des auteurs, des réalisateurs qui se penchent là-dessus. Là, on est quand même dans une histoire, c'est un peu le b.a.-ba de l'histoire, quoi. On a un petit écureuil qui sort, on va taper dessus. On se raconte pas une histoire, là. On est dans autre chose. Bah là, justement, on va arriver dans l'histoire même de ce jeu, parce que donc notre héros va rencontrer le concepteur qui va lui expliquer quel est le but du jeu qu'il va tester et qui promet une expérience absolument inédite. I have always liked to make the player jump. Frightened, you get a scare, you jump. Afterwards, you feel good. Yeah. You glow. Why? Oh, because of the adrenaline rush. Yes, Yeah. but mostly because you are still alive. You have faced your greatest fears in a safe environment. It is a release of fear. It liberates you. Yeah. I mean, totally. What we are working on now is the most personal survival horror game in history. Wow. Cool. One that works out how to scare you by using your own mind. Whoa. That sounds crazy. Can't wait. I'm uploading a neural net package. Neural net packet. Neural net. Name could use a little work, I think. It's all 90s. I'm just kidding. It's a good name. It's state-of-the-art intelligent software. It learns and adapts on the fly. It'll monitor your brain activity and try and work out how best to frighten you, and then adjust your experience accordingly. Whoa. Are you ready? Oh yeah, beam me up. Here we go. Lock and load. Eyes closed. Time is currently 6:17 p.m. Okay. It's uploading. 5, 4, 3, 2, 1. Donc là, on est encore plus loin que la réalité virtuelle. On mélange aussi l'intelligence artificielle. Et ça va être un jeu qui va s'adapter au joueur, qui va aller sonder ses pensées, qui il est, quelles sont ses peurs, et qui, en gros, voilà, est un jeu 100% personnalisé. Est-ce que c'est quelque chose vers laquelle la recherche dans le jeu vidéo va, voilà, de faire des expériences qui s'adaptent au joueur qui est derrière la manette? Déjà, d'ailleurs, c'est un des reproches que je fais à cet épisode, c'est que le cœur d'un jeu, c'est de trouver un moyen pour qu'il soit adapté aux joueurs. Et je pense que si on joue au jeu, c'est pas parce qu'on a peur et qu'on ait envie après, c'est parce qu'on a réussi à faire des choses qu'on aurait beaucoup de mal à faire. Il y a toute une réflexion qui a commencé par la pratique et qui est devenue théorique sur ce qui fait la force d'un jeu, c'est que le joueur arrive à réussir et qu'il est responsable de cette réussite. Et donc on lui propose en fait des choses à faire selon un processus contrôlé, de façon à ce qu'il ait toujours la sensation. C'est nietzschéen. Il y a une mécanique nietzschéenne dans le principe même du jeu vidéo, qui est un sentiment d'autosatisfaction qui existe dans la plupart des jeux. Quand c'est vraiment du jeu, pas quand c'est la narration interactive. Alors maintenant, est-ce qu'on peut créer un jeu qui s'adapte? Il y a déjà des jeux qui s'adaptent. Il y a des jeux qui mesurent la performance du joueur. Par exemple, il y a des jeux de course et qui créent un clone de la façon dont le joueur joue et qui s'adapte à sa difficulté. Alors après, est-ce qu'on peut aller plus loin? Dans l'exemple ici, on ne faut pas dévoiler la suite, mais globalement, le jeu va connaître la mémoire et ce qui est important dans la vie du joueur et va l'inclure dans le jeu. Alors il y a des gens qui commencent à travailler là-dessus, pas en branchant une puce dans le cerveau. Nous, on a un projet dans lequel l'idée, c'est on prend votre iPhone. Dans votre iPhone, il y a une bonne partie de votre histoire. Les chansons que vous aimez, vos films, les photos de votre famille, quelques vidéos,
un certain nombre de tweets que vous avez lancés, et on rentre ça dans la machine, et le jeu essaye d'en extraire quelque chose pour personnaliser l'expérience en fonction de ça. Donc c'est pas d'un point de vue émotif. Je pense que pour l'instant, même avec une très grosse machine d'intelligence artificielle, on ne serait pas capable de déduire rapidement de vos photos et de vos images qu'est-ce qui vous touche émotivement. Mais déjà, c'est pour vous renvoyer un univers qui est personnalisé. Et donc, je pense qu'effectivement, l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo, à mon avis, est essentiellement basée sur l'apprentissage et la connaissance du joueur et l'adaptation en fonction de ce système d'apprentissage qui peut venir de données externes comme l'iPhone, et aussi du fait qu'on regarde le joueur jouer, on regarde comment il développe ses stratégies, on voit comment il réagit à certains moments, et on lui propose quelque chose qui est lié à ça. Et souvent, les grands game designers faisaient ça autrefois à partir de trucs très simples. Vous croisez un personnage non joueur dans un niveau, je vais donner ça comme exemple tout à l'heure, il pleut. Et vous recroisez le même personnage 3 niveaux plus loin, et le personnage vous dit « Ah, la dernière fois qu'on s'est vu, il pleuvait ». Ça n'apporte absolument rien au déroulement du jeu, mais ça donne une crédibilité au personnage et qui est immédiate, parce qu'on a noté qu'on l'avait cru et qu'à ce moment-là, le simulateur de temps faisait qu'il pleuvait, et ça donne une réalité à la relation qui se crée avec les personnages, qui serait beaucoup plus difficile à créer en créant une intelligence artificielle du personnage qui, lui, jouerait sur l'action. Là, ce qu'on apprend, c'est ce que le joueur a vu, ce qu'il a entendu, comment il a réagi, et on essaye de lui proposer une suite par rapport à ça. Je reviens sur votre projet à partir du smartphone. Donc, comment ça va marcher? Surtout, qu'est-ce que ça va changer dans le jeu en lui-même, le fait qu'il aille scanner mes photos ou mes vidéos? Eh ben, pour l'instant, alors sur la partie la plus simple qu'on a imaginée, c'était effectivement, par exemple, de changer la musique. Je parle pas des problèmes de droit qui sont très très compliqués, mais bon, si on élimine ces quelques aspects légaux fondamentaux, où on va voir apparaître sur une télévision qui est dans le jeu, un des films qui sont stockés, des choses comme ça. Donc ça, c'est la première idée. Et puis justement, l'objectif du projet de recherche, c'est de se dire, est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Est-ce qu'il existe des mécanismes de jeu, du gameplay, qui pourraient être altérés par la connaissance de ce qui se fait. Mais qu'est-ce que vous essayez d'atteindre en mettant dans le jeu des photos personnelles, des films, des musiques que la personne aime bien? Qu'est-ce que vous essayez de changer chez le joueur? Quelle émotion? Qu'est-ce que vous essayez d'atteindre? Alors, dans l'exemple dont je vous parle, c'est un projet qui est lié, c'est un jeu thérapeutique. Donc c'est un jeu qui est destiné à des gens qui sont pré-Alzheimer. Et donc, on a observé, alors je vais refaire très très vite l'historique, on a observé que les exercices sur l'attention qu'on faisait faire à des gens qui ont ce type de maladie, c'est exactement ce qu'on demande à un joueur qui joue à un first-person shooter. Donc, on a fait, il y a quelques années, un first-person shooter pour gens de mon âge qui perdent la mémoire. Et je ne sais pas d'ailleurs pour quelle raison mystérieuse, on s'est dit qu'à mon âge, on n'avait plus le droit de shooter des monstres. Et donc, on photographiait des petits oiseaux dans un village en Provence. Mais enfin, c'était quand même c'était du Peggy moi. À partir d'un certain âge, on n'avait plus le droit de faire un certain nombre de choses. Mais enfin, globalement, c'était cette idée-là. Et à partir de ça, en poursuivant, en plus, ça a repris parce qu'il y a eu un grand article sur Nature, sur la capacité de faire des jeux de traitement d'attention. Et un certain nombre de gens qui font partie de mon environnement, des gens qui sont aussi dans une école d'art à Angoulême, ont dit mais on va essayer de se servir de ce qui a marqué les gens dans leur mémoire, dans leur histoire personnelle, d'où l'idée d'introduire les images, les photos. Alors évidemment, les gens de mon âge, ils n'ont pas tout sur leur iPhone, ils ont que les 5 ou 6 ou 10 dernières années, mais enfin, les gens qui auront la maladie d'Alzheimer dans 40 ans, eux, ils auront tout. S'ils les ont gardés, ils auront gardé toute la mémoire de tout ce qui est important qu'ils ont sur les dispositifs numériques. Et en dehors du jeu vidéo, est-ce que c'est aussi des choses sur lesquelles on travaille, des expériences plus personnalisées, personnalisables, qui s'adaptent, par exemple des fictions interactives? C'est des choses que vous essayez de faire également? Oui, en tout cas de personnaliser l'expérience. C'est-à-dire que l'idée, alors moi j'adore cette idée d'aller puiser dans l'iPhone. J'aimerais bien en connaître plus sur ce jeu. Mais je pense que
bon, déjà, il y a plein de choses qui aujourd'hui dans notre vie puisent sur nos habitudes numériques, voire même des approches commerciales qui utilisent tout ça et qui utilisent la lecture de tout ce qu'on a sur nos ordinateurs pour nous proposer des choses. Donc, finalement, on devient assez habitué de ce genre de choses. Au-delà, je pense qu'en effet, la personnalisation, le fait de poser des questions un peu ciblées au début, alors ça peut être tout bête, hein, êtes-vous une femme, êtes-vous un homme, que l'expérience soit pas la même, jusqu'à pousser, en effet, bien plus loin, utiliser par exemple la géolocalisation de là où vous êtes pour vous proposer une expérience qui soit liée à un point de vue différent. Évidemment, si vous êtes là à Paris, Forum des images, vous n'avez pas forcément la même vue sur le monde que si vous habitez New York, Bangkok ou... Donc voilà, ça c'est des choses sur lesquelles nous on est en train de travailler pour un projet qui sera en réalité virtuelle et qui vous positionnera dans un monde, enfin une représentation du monde, justement à votre géolocalisation pour vous offrir une expérience qui soit liée à là où vous vivez et avec une possibilité évidemment de changer de lieu pour changer de point de vue. Donc voilà, ça peut être des choses qui peuvent être utilisées là c'est une approche documentaire. On peut l'imaginer dans la fiction. C'est vrai que dans la fiction, tout devient plus compliqué parce qu'il faut tout contrôler. Alors que dans le documentaire, on utilise quand même un certain nombre de données qu'on récolte. Dans la fiction, après, ça pose des enjeux d'écriture qui sont assez lourdes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait apparaître l'écureuil, qu'est-ce qu'on fait de l'écureuil et qu'est-ce qu'on fait de sa relation à l'écureuil pour raconter une histoire. Voilà, je pense qu'il y a encore un large champ à explorer là-dedans, au-delà du tap-tap. J'ai deux commentaires. D'une part, pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, là aussi, on est en train de découvrir un rêve qui a plus de 20 ou 25 ans. C'est-à-dire qu'il y a des gens à Xerox PARC qui ont inventé, il y a une vingtaine d'années, ce qui s'appelle maintenant l'informatique ubiquitaire, mauvaise traduction de ubiquitous computing, et l'intelligence ambiante. Et l'intelligence ambiante, elle est basée sur l'idée que l'ensemble de l'environnement numérique réagit contextuellement, comprend dans quel cadre et quelle est l'histoire et que fait un utilisateur, et l'ensemble des objets intelligents du contexte, de la pièce, comprend cet état et réagit contextuellement. Et il y a des textes de l'équipe de Xerox PARC qui ont maintenant presque 20 ans, qui essayent de décrire, alors ce qui était une utopie à l'époque, parce qu'on savait pas, on n'avait pas tout ça, mais qui décrit cette idée-là. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que je trouve que dans le domaine de la fiction, ce qui est le plus proche de ça, c'est ce que font les gens dans les jeux en réalité alternée. On parlait des jeux d'Éric Viennot, où on vous téléphone sur on vous envoie des mails, et ce que disait Eric à propos du Memoriam 2, vous êtes dans les bois, dans la forêt, et vous êtes dans un jeu où vous chassez un serial killer, et d'un seul coup il y a un SMS qui vous dit c'est pas la peine de fermer la porte de ton je vais venir te chercher. Vous êtes immergé dans la fiction parce que c'est votre environnement quotidien, justement sans aucune interface que celle que vous utilisez, qui interagit avec vous. Maintenant, on va voir ce que donne le jeu. Donc, on va suivre Cooper qui arrive dans un manoir qui semble hanté, et il va faire une rencontre. I knew it. With leaky pipes. Like... Holy fuck! Oh! Ah! Oh! Fuck! Oh! 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 Okay! That got me! You got me! What are you saying? Like a creepy fucking guy! Wow, just... Oh my God.
Oh my God. He kind of looks like Josh Peters. It's Josh Peters! You're Josh Peters! Sorry? You're Josh Peters from high school, from a guy I know in high school. Oh, the system could be mining some of your personal memories for texture. Was Josh Peters someone you were scared of? He was a bully. I wasn't like scared of him, but he was a bully, and man, took a couple Krav Maga classes, and now I'd be ready. I'd be ready. I'm gonna get some wine, re-up. I'd offer you some, but I don't think you can drink it, so. Donc là, on voit que Cooper s'amuse avec le jeu parce qu'il comprend qu'il est dans un jeu, que rien n'est réel. Et notamment parce que le personnage qui surgit devant lui, même s'il ressemble à quelqu'un qu'il a connu dans son passé, ne bouge pas. Il n'a aucune réaction, il est une sorte de mannequin sans vie. Est-ce que ça pose aussi la question de la confiance? Parce que là, on comprend que c'est une chose, un être en 3D totalement virtuel. Mais est-ce que si ce personnage s'était animé, s'était mis à parler, est-ce que peut-être il y aurait eu confusion et qu'il aurait pu croire que c'est vraiment son ami plutôt son ennemi du lycée qui est devant lui? Ah oui, moi je pense que, en tout cas, vu ce qu'on voit là, je pense que s'il avait commencé à parler ou à le menacer, etc., le revirement qu'il fait très vite de se rendre compte, et du coup la toute puissance que ça lui donne de voir que ça n'est qu'une illusion audiovisuelle, comme ils disent, et que même pas audio là, parce qu'ils parlent pas. Ça change tout, mais c'est vrai que dès qu'on rajoute un comportement à cet avatar, de parler, de respirer, de marcher, de vous regarder, tout ça crée du coup un sentiment de présence, donc de réalité. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire à un niveau pas tout à fait aussi fort en termes de graphisme, parce que là, on n'est pas dans de la 3D temps réel. Et c'est sûr que ça... une des choses qui ressort beaucoup de l'expérience The Enemy et de la façon dont les gens passent dedans, c'est ce sentiment d'avoir vraiment fait une rencontre avec les combattants qu'ils vont voir dans l'expérience, parce qu'ils sont complètement munis d'un certain nombre de réactions, d'une démarche, ils vous suivent du regard, ils s'éloignent si vous vous approchez trop, tout un système d'interaction finalement qui appuie le réalisme. Et c'est après, ça fait plus ou moins peur selon ce qu'on raconte. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a aussi, par rapport à cette expérience où les jeunes les jeunes gens qui l'ont testé avaient accordé plus de confiance à ces personnages virtuels qui racontaient une histoire qu'à d'autres sources. Ça pose aussi un peu la question de la responsabilité et de l'éthique, parce qu'on pourrait imaginer à partir de là des acteurs totalement virtuels qui surgiraient devant nos yeux à partir du moment où on est équipé du dispositif adéquat, qui pourraient nous raconter des choses. Alors ça pourrait être une sorte de film qui se déroule devant nos yeux, mais toujours avec ce flou et cette ambiguïté sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que ce qu'il me raconte, surtout si l'expérience est d'autant plus personnalisée, il vous raconte des choses qui vous touchent, qui vous concernent, qui ont attrait à votre vie. Voilà, quelle est un peu la frontière à ça pose aussi, si on regarde les technologies de double virtuel ou, on avait pas mal regardé ça, la façon dont on peut numériser une personne, mais à la fois son corps, son comportement, mais également toute la façon dont son visage peut se déformer en parlant, etc. Et du coup, après, lui donner un discours qui n'est pas le sien. Je pense que quand on est une personnalité publique, on peut se poser les questions qu'est-ce qu'on vous prend,
quand on commence à manipuler votre image à ce niveau-là. Et en effet, si on vous fait dire n'importe quoi, si on vous fait... oui, je pense que ça fait partie de nos réflexions en tant que producteur de contenu et de producteur de contenu numérique. Peut-être encore plus, mais on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que ça, c'est à partir du moment où on produit des images, une narration, qu'elle est publique et qu'on la propose au public, en tout cas, nous, on ressent une responsabilité, mais comme les réalisateurs, comme les auteurs, comme tous ceux qui travaillent dans cette industrie, de savoir ce qu'on en fait. Moi, par rapport à ça, il y a une remarque qui est scientifique, c'est que la crédibilité de la ressemblance, c'est un problème très compliqué. Il y a toute une théorie qui est née avec la robotique, d'ailleurs, pas tellement avec les jeux vidéo, sur ce qu'appelle The Uncanny Valley, c'est-à-dire plus un personnage humanoïde ressemble à un humain, plus on s'y attache, et puis à un moment, quand il commence à ressembler trop, et que les défauts sont voyants, alors il y a une chute dans la crédibilité. Donc c'est un processus très compliqué, mais on peut faire des personnages crédibles sans qu'ils soient tellement ressemblants. Maintenant, sur la deuxième partie qui est éthique, on voit la discussion pareil. Je disais tout à l'heure, je sais que mon père me disait que dans sa jeunesse, tout texte imprimé était considéré comme vrai. On s'est rendu compte qu'on pouvait imprimer un tas de choses parfaitement fausses. Ensuite, il y a eu la photo. Toute une photo, c'était vrai. Ensuite, un film, c'était vrai, etc. Et il y a un problème de maturité. La maturité, elle vient le jour où la majorité des gens connaissent l'envers du décor. C'est-à-dire, à partir du moment où les gens savent qu'on peut fabriquer ça, vous voyez une photo, vous savez bien qu'on peut faire avec Photoshop, et même avant Photoshop, n'importe quel trucage, et faire danser n'importe qui avec n'importe qui sur une photo, ça ne présente plus aucune difficulté. Donc le jour où ce qui constitue l'essence des contenus qu'on a produits, c'est au-delà de la technologie, c'est la façon dont on construit les contenus pour convaincre les gens, et que les gens sauront qu'on peut les manipuler, eh bien une bonne partie du risque aura diminué. Évidemment, tant que ça reste un espèce de truc magique, la magie, c'est très dangereux. Voilà, en parlant de dangerosité, donc on va passer à l'extrait suivant. On voit que, au fur et à mesure, le jeu se déroule de plus en plus mal. What's there? Fuck! But she's gone now! Who's gone? Oh my god, I felt it! There's a knife in my arm! In my shoulder! Cooper, who was there? Fuck, Sonia! Who? Sonia, she's this girl that I know that fucking, she stabbed me! Nothing can harm you. Nothing can harm you, Cooper. No, she was solid! No, she can't have been. I was stabbed! I would know! Nothing you see can harm or even touch you. It's purely audio-visual. There's no physical sensation. Yes, there was! Cooper, you need to calm down. I know, because I felt it, okay? I felt her arm, it was warm, and I felt her fucking stab me in the shoulder! That's not possible. Oh my god. It's not possible, Cooper. Yeah, it is! Yeah, it is! Physical sensations shouldn't be possible. Unless, Oh god, unless what? I don't know, the neural net, it could have maybe worked out some means of replicating physical experiences, but that would be unprecedented. Jesus Christ, okay, you know what? Stop the game. I want out, just pull me out now. Stop. Safe word, fucking stop. Okay, just let us work it out. Oh god. No, I want this fucking thing out now. Cooper, do not pretend to remove that yourself. Removing it yourself is extremely dangerous. Stop that. That could kill you. Just stay calm. Donc habituellement, dans un jeu vidéo, dans une expérience en réalité virtuelle, si on se sent pas bien, si on a envie d'arrêter, c'est très simple, il suffit de retirer le casque ou d'appuyer sur off et l'expérience est terminée. Là, c'est pas le cas. Le jeune homme ne peut pas retirer de lui-même. On lui dit que c'est dangereux de retirer le dispositif. Et donc ça, l'extrait continue un petit peu derrière et ils expliquent que, en gros, c'est le développeur qui choisit quand est-ce que l'expérience s'arrête. Là, on est complètement contre toutes les conventions du jeu vidéo ou de la fiction, où c'est quand même au final le joueur qui garde le contrôle sur quand est-ce qu'il veut arrêter et quand est-ce qu'il juge que
voilà, c'est assez, il faut passer à autre chose. Ça me laisse songeur. Je ne sais pas si cette partie et au-delà de l'extrait me semble outrancier, non pas dans les risques, le risque existe, mais probablement pas sous cette forme. C'est-à-dire que ce qui fait qu'on ne s'arrête pas, c'est pas qu'on ne puisse pas physiquement s'arrêter, on peut toujours appuyer sur un bouton, c'est qu'on ne puisse plus psychologiquement s'arrêter. C'est une mécanique. Je vais vous donner un exemple. Il y a un jeu absolument magnifique qui commence à être vieux, mais il a été restauré, vous pouvez l'avoir sur le PlayStation Move, qui s'appelle Shadow of the Colossus, l'ombre des colosses. Et c'est un jeu qui est au premier niveau un platformer. Mais enfin, globalement, il s'agit de sauver sa belle en allant détruire des gigantesques et magnifiques colosses qui sont dans un paysage splendide. Et si vous regardez ce qui s'appelle la motivation à long terme du joueur, en fait, c'est pas des méchants colosses, c'est pas des extraterrestres qui sont en train de détruire la Terre, c'est des colosses qui vous ont rien fait et que vous détruisez les uns après les autres. Et vous sentez bien que vous êtes en train de faire quelque chose qui est pas bien et que ça va mal se finir. Mais par contre, vous voudriez savoir comment ça se finit. Or, il n'y a pas d'autre façon de savoir comment ça se finit que de continuer à détruire les colosses. C'est comme un livre d'horreur dont vous tournez la page, vous n'osez pas lire la page suivante, sauf que c'est vous qui êtes le héros du livre, du film d'horreur et qui tourne la page. On peut sauter des pages en plus dans le bouquin. Ouais, et dans le bouquin, vous pouvez sauter des pages, là, vous ne pouvez pas sauter de colosses, vous devez vous les faire les 15 les uns après les autres. Si vous voulez savoir comment ça se termine, voilà, c'est un mécanisme narratif, expliquer des structures narratives classiques, et qui donne la responsabilité au joueur d'être le narrateur, de faire quelque chose vis-à-vis duquel il a un sentiment d'une certaine façon qu'il réprouve, mais qui l'amène à continuer. J'ai donné cet exemple, c'est-à-dire que s'il y avait un vrai danger là-dedans, c'est d'amener des gens, non pas par une mécanique, il peut pas enlever le petit bouton qu'il a dans le dos, il peut pas appuyer là-dessus, mais parce que il est tellement immergé, tellement convaincu par le contenu qu'il a ou parce qu'il veut aller au-delà de ce qui est narré, qu'il puisse plus décrocher. C'est-à-dire, alors ça, ce qui deviendrait la création de toute pièce d'une forme addictive qui est liée au jeu. Et s'il y a un danger, il est plutôt de cet ordre-là, je pense pour l'instant, que la machine C'est vrai que par exemple, quand il y a des jeux géolocalisés, et que vous êtes allé jusqu'à l'autre bout, j'ai fait quelques dizaines de kilomètres et que vous en avez marre, il faut de toute façon revenir au point de départ. Mais enfin, pour l'instant, ça ne me semble pas pouvoir dépasser ça. Oui. Alors ceci dit, moi j'ai une anecdote qui est qu'une anecdote, mais malgré tout qui vaut comme témoignage. C'est que j'ai quelqu'un dans mon entourage proche qui est pas du tout joueuse, qui avait jamais fait de jeu sur lequel on se tire dessus, etc., qui a essayé un jeu comme ça en réalité virtuelle, qui n'a jamais pu atteindre le revolver, parce qu'il fallait qu'elle tire sur les pourchassons qui lui tiraient dessus, et qui a passé 10 minutes avec les mains sur le casque, mais sans pouvoir enlever le casque. Avec une impression absolument d'horreur d'un truc qu'elle vivait peut-être pas autant que ça, mais et sincèrement, l'environnement n'était pas réaliste du tout. On était sur de la 3D low poly, enfin qui faisait pas peur comme ce qu'on peut voir là. Donc je pense quand même que l'immersion et la maturité qu'on peut avoir par rapport à certains jeux ou certaines expériences qu'on vit. Moi, j'ai pu avoir des sentiments de vertige dans de la VR, en sachant très bien que j'avais les pieds sur le sol, en sachant très bien que il suffisait que je m'asseye et malgré tout, jusqu'à me sentir très très mal. Donc il y a quand même une illusion qui se joue avec ces technologies-là. En tout cas, où on ressent des choses, même si on sait pertinemment qu'on ne devrait pas les ressentir. Et on a du mal à lutter contre.
Et du coup, quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour éviter voilà, ces sentiments de vertige, ces sentiments de malaise je pense notamment dans vos formations, Stéphane, est-ce que vous donnez aussi des conseils à vos étudiants pour éviter que l'expérience tourne mal et que ce soit plus une expérience de malaise que de plaisir? Alors, si on parle des jeux en réalité virtuelle, on n'a pas suffisamment d'expérience. De façon générale, il y a des recommandations qu'on trouve partout et qu'on donne aux élèves par rapport à mon mal au cœur, parlant français, choses comme ça, où on sait qu'il y a un certain nombre de choses qu'il ne faut pas faire, il y a des durées d'expérience à ne pas dépasser. Enfin bon. Alors après, qu'est-ce qui est vraiment... Il y avait dans les projets qui ont été présentés un jeu qui était inspiré des films d'horreur des années 60 en Italie, et c'est un jeu très prenant. On a l'impression qu'on est trappé donc c'est un jeu avec un casque, on se retrouve dans un environnement qui est un atelier d'artistes, etc. Et il y a des gens qui ont eu, au bout d'un certain temps, qui ont eu vraiment peur. J'ai l'impression d'être pris dans un piège, tout ça. Ils ont enlevé le casque. Alors après, la question, c'est de savoir, est-ce que, à ce stade-là, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, condamnable? Je reprends l'exemple de Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus, c'est un jeu qui joue sur le sentiment de culpabilité. Et le cœur de la mécanique, c'est ce sentiment de culpabilité. Vous ne pouvez pas faire que des jeux fun. Vous avez fait des films qui vous emmènent dans des expériences qui, dans certains cas, marquent les gens qui ont vu le film et qui l'ont regardé jusqu'au bout. Et l'objectif du réalisateur, en général, c'est d'arriver à ça. C'est-à-dire de créer une expérience unique qui apporte quelque chose et qui modifie la personnalité de la personne qui a regardé le film. Alors, jusqu'où peut-on aller et quelle est la limite de cette intention? Je pense que c'est une problématique d'auteur, là, ce coup-ci. Parce que là, on voit, l'expérience part vraiment dans l'extrême. Enfin, là, tout se déroule très mal et au point où ils veulent en sortir. Mais en préparant cette conférence, vous m'avez dit tous les deux que vous n'aviez pas trop aimé cet épisode de Black Mirror, que vous l'aviez trouvé un peu outrancier. Qu'est-ce qui vous a pas plu justement et qu'est-ce que vous auriez peut-être aimé voir à la place sur la question de la réalité virtuelle? Alors là, c'est compliqué comme question là, à brûle-pourpoint. J'aurais dû la préparer. Je me suis pas posé la question de ce que j'aurais aimé. Déjà, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé voir? Non, je trouve c'est compliqué aussi d'en parler sans spoiler une partie de l'épisode. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où, disons, ça part dans quelque chose de très caricatural. Moi, je me suis demandé quand même toute une partie de l'épisode à quoi servait ce jeu. Alors, par ailleurs, je peux concevoir tout à fait qu'il y ait des jeux qui soient faits pour certaines personnes et pas forcément qui puissent ne pas m'intéresser. Moi, heureusement, on n'est pas tous pareils, pas tous attirés par tout. Là, la façon dont on lui présente le jeu a l'air de beaucoup l'exciter. Moi, je suis pas sûre que ça m'exciterait tant que ça de me faire peur avec mes propres souvenirs et voilà, mais au-delà de ça, c'est vrai que ça part un peu dans le grand guignol à la fin, et que je pense qu'il y avait peut-être une réflexion à porter sur aussi à quoi pourrait servir d'abord l'utilisation de la réalité virtuelle dans un futur proche qui serait même déjà là. Peut-être avoir une vision de notre futur un peu différente, un peu plus utopiste. Je pense qu'il y a énormément de choses à imaginer avec ces nouvelles technologies, encore plus avec l'intelligence artificielle utilisée dans ces nouvelles technologies, pour essayer de nous projeter à travers des histoires, à travers des expériences, dans une construction d'un monde un peu différent. Voilà, moi j'aurais aimé que ça tire vers là plutôt que vers une expérience que j'appellerais plus de parc d'attractions d'horreur, enfin voilà. Oui, c'est une sorte de train fantôme. Voilà, c'est un train fantôme nouvelle génération, on va dire. Moi d'abord, je trouve que, je vais être franc, je trouve que l'épisode est mal construit. Du point de vue de l'entrée dans la partie jeu vient assez tardivement. Enfin bon. Ensuite, c'est vrai que quand j'ai vu cet épisode, je l'ai renvoyé au film de Cronenberg, dont on a déjà parlé, qui est Existence, qui pose presque toutes les mêmes problématiques, pas toutes.
la personnalisation et l'utilisation de la mémoire n'existe pas dans le système de Cronenberg. Et le film de Cronenberg est tout aussi inquiétant. La dernière image du film de Cronenberg, c'est est-ce qu'on est encore dans le jeu? Les gens ne savent plus s'ils sont dans le jeu, et c'est beaucoup plus convaincant que ça ne l'est là. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé, de ce point de vue-là, et puis le principal reproche que je fais, c'est qu'autant la façon dont on construit et on pervertit ou on ne pervertit pas le joueur était parfaitement comprise par Cronenberg, autant la personne qui a fait ce film, le texte qui dit ce qu'on aime dans un jeu, il y a cette mécanique sur l'adrénaline et le fait de se faire peur et de rester vivant. Je ne connais aucun manuel, qui insiste là-dessus. Le fait que la peur fasse partir de quelque chose dans un jeu, c'est évident, mais justement, c'est la mécanique de la façon dont on surmonte. Et que l'aspect addictif, il vient du fait qu'on triomphe de choses sur lesquelles on pensait ne pas pouvoir triompher. Donc ce que je reproche, c'est que j'ai eu l'impression que... Et bon, enfin, il y avait la dernière chose, le jeu montre la puissance d'un game designer, enfin d'une société de game design. C'est assez étrange. Autant dans le film de Cronenberg, la façon dont sont présentées les sociétés de jeu et leur puissance, et la façon dont on fait des playtests, les playtests, ça se fait pas du tout comme ça, etc., était à la fois réaliste et tout aussi inquiétante. Autant là, ça correspond pas du tout. Alors peut-être parce que je connais trop bien le monde du jeu vidéo, donc ça n'a pas réussi à me convaincre, mais je pense qu'on pouvait faire quelque chose de tout aussi inquiétant. Et alors, donc on ne va pas spoiler la fin, et qui se termine, qui n'est peut-être pas de la même façon, mais de façon tout aussi dramatique ou tout aussi inquiétante que cet épisode-là, et qui soit d'une certaine façon beaucoup plus réaliste sur les risques qui existent effectivement à travers ce type de technologie. Alors, on va peut-être prendre des questions de la salle. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à nos intervenants, c'est le moment. Par rapport au dispositif, enfin, il y a une question au tout début sur le casque, sur le confort, et qu'est-ce que ça pouvait procurer de ne pas avoir ça. Enfin, je ne sais plus si c'était vraiment ce mot-là que vous avez utilisé, mais j'ai eu l'impression que vous vous demandiez si c'était idéal d'imaginer dans le futur une expérience sans ça. En fait, je trouve qu'on n'a pas vraiment abordé la partie psychologie, parce que c'est-à-dire que bien sûr, il y a le confort. Dans toute expérience, il y a une question de confort. Même quand on va dans une salle de cinéma, on est assis sur un siège, on a envie d'être bien assis. Quand on fait de la VR, on a envie d'avoir un casque pas trop lourd, etc. Mais dans une dimension plutôt psychologique, est-ce que justement le fait de ne pas avoir ce dispositif qui permet de structurer l'expérience et de dire là vraiment c'est une expérience qui n'est pas réelle puisque je sens sur ma tête quelque chose qui est lourd, etc. Le fait d'enlever ce dispositif-là, est-ce que c'est pas un peu dangereux si on imagine dans un futur lointain qu'on a juste une puce et qu'on la sent même pas, est-ce que c'est pas un peu dangereux d'un point de vue psychologique d'aller dans cette direction-là? Moi, en tout cas, je me pose la question comme vous. C'est vraiment quelque chose... je pense que, en tout cas, avec la maturité qu'on a aujourd'hui, et c'est compliqué de savoir avec quelle durée et comment la maturité face à des images de ce type d'immersion, enfin voilà, comment on va s'y habituer et comment elles vont vraiment rentrer dans notre vie. Mais en tout cas aujourd'hui, je pense que c'est important. Alors, pas forcément que ça soit inconfortable, ça pourrait être plus confortable, mais en tout cas que ça soit pas totalement voilà, qu'on ait ce moment où on dit, d'ailleurs on rentre dans la réalité virtuelle. On peut même, et je pense que c'est le cas dans plein d'expériences, les concepteurs d'expériences de VR réfléchissent à la façon dont vous allez y rentrer, comment vous allez y rentrer. On parle de SaaS, voilà, d'accompagnement, et puis comment vous en sortez, parce que selon les expériences que vous allez vivre, il y a quand même des gens qui en sortent en ayant eu chaud, et pas que à cause
du casque. Donc, oui, moi, je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'il y a encore un besoin, en tout cas, d'accompagnement. Et encore une fois, on peut parler de responsabilité, mais je pense que les concepteurs, les auteurs, les réalisateurs réfléchissent encore à ce genre de choses. Moi, je pense que d'abord, donc j'ai dit, je pense que technologiquement, on est très loin, et que le jour où on saura faire ça technologiquement, il y aura eu beaucoup d'applications de ces technologies qui ne seront pas dans le domaine de la fiction et du jeu vidéo. C'est-à-dire que les gens qui vont être les premiers à utiliser ça, eh ben, ça va être des gens qui vont faire de la biotechnologie, qui vont faire de l'homme augmenté, enfin tout un tas de choses qui sont effectivement assez prévisibles dans l'état actuel. Oui, à commencer par les applications militaires, mais dans un tas d'autres domaines. Et donc, l'ensemble de tout ça est à la fois très prometteur et très inquiétant. Et le jour où on pourra vraiment vous brancher quelque chose et vous donner l'impression que vous êtes en train de faire autre chose, ça veut dire qu'on saura d'une certaine façon contrôler l'ensemble de vos mécanismes neurophysiologiques. Non seulement les contrôler, mais en plus les interpréter sémantiquement. Donc, si vous imaginez tout ce à quoi ça peut donner lieu, c'est à la fois absolument épouvantable et très inquiétant. Après, je reviens à un exemple que j'ai. Il y a des gens qui font, si on veut ne pas avoir de dispositif, il faut jouer dans la réalité, comme font les enfants qui courent dans les bois. Donc si vous jouez dans la réalité, si votre interface au jeu, c'est votre téléphone portable, votre ordinateur, votre télévision, le journal que vous lisez le matin, et que vous créez des jeux comme ça, il y a des gens qui deviennent des spécialistes de jeux comme ça, et bien d'une certaine façon, vous êtes sans arrêt, et vous pouvez être sans arrêt immergé dans le jeu. Vous pouvez ne plus savoir à quel moment, et même d'ailleurs, on va vous amener à ne plus savoir à quel moment. Est-ce que vous allez au McDonald's parce que c'est l'endroit où on vous a donné rendez-vous dans le jeu, ou est-ce que c'est parce que McDonald's a donné certainement aussi pas mal d'argent aux producteurs du jeu pour vous donner rendez-vous à cet endroit? Et ça, c'est de la manipulation de niveau publicitaire zéro, mais on peut imaginer un continuum de possibilités à partir de ça. Donc c'est plutôt, à court terme en tout cas, vers ça sur lequel je m'interrogerai sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonjour, je voudrais savoir si vous connaissez des gens qui développent des jeux ou même des jeux existants, ou j'appellerais peut-être plutôt ça des expériences que des jeux d'ailleurs, qui sont basés plutôt sur essayer de faire un concept philosophique, incarner ça dans quelque chose qui permettrait aux gens de s'interroger sur la nature de la réalité ou ce genre de choses, plus que des jeux avec un but précis. Personnellement, j'ai essayé un produit qui s'appelle Guided Meditation VR, qui est vraiment, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça donne des environnements où aller méditer, mais rien que le concept d'aller méditer dans un jeu en réalité virtuelle, pour moi, est un peu particulier. Et je me demande s'il existe ou si des gens pensent à des expériences plutôt destinées pas forcément à explorer les relations humaines comme ce qui a pu être raconté par Alain Damasio tout à l'heure, mais plutôt sur le concept de réalité et la fluidité entre différents niveaux de réalité, ce genre de choses. Je suppose que vous parlez des jeux en réalité virtuelle ou des jeux en général. Dans les jeux en général, il y a plein de jeux qui se posent des questions philosophiques, politiques. Le jeu, c'est pas uniquement des first-person shooters, loin de là. Alors maintenant, dans les jeux en réalité virtuelle, il y a un jeu très célèbre dont le nom m'échappe pourtant, qui se place dans une période où on n'a plus besoin de travailler, on ne travaille plus, le revenu universel est distribué à tout le monde, et comme les gens s'ennuient, on recrée un système en réalité virtuelle qui vous permet de faire tous les jobs possibles, de réessayer tous les jobs. Voilà, Job Simulator, exactement. Voilà, donc ça, je pense que c'est un exemple d'une réflexion sur effectivement qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est virtuel, en particulier dans la notion de travail.
Alors, désolé, mais le temps nous manque. Ouais. Oui, non. Bon, allez, on prend quand même une toute dernière et c'est tout. Je voulais savoir, parler de la réalité virtuelle dans un autre domaine, dans le domaine médical. Je sais que ça se fait déjà pas mal. Est-ce que vous pensez que ce serait pas intéressant d'exploiter la VR dans ce domaine-là, par exemple pour affronter ses phobies, etc. Dans Black Mirror, le développeur en parlait un peu, affronter ses peurs. Donc, est-ce que ça peut être un peu plus exploité avant de parler de jeux vidéo? Est-ce que dans le domaine médical, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment à faire là-dessus? Je ne sais pas sur le domaine médical, mais il y a quantité industrielle de gens à l'heure actuelle qui essayent de faire des tas de choses avec de la réalité virtuelle qui n'ont absolument aucun rapport avec le jeu vidéo. Des simulateurs, de l'entraînement, de la formation médicale ou pas d'ailleurs, et l'utilisation l'utilisation de la réalité virtuelle comme un mécanisme de traitement psychologique. Je suppose, puisque c'est un peu dans l'exemple là, je suppose qu'il y a beaucoup de gens aussi qui réfléchissent à ça. Il est même probable, on parlait tout à l'heure de Jaron Lanier, et les casques de réalité virtuelle ont été développés par la NASA, les premiers, il y a 25 ou 30 ans. Et il y avait des casques très performants, pas tout à fait comme maintenant, parce que les processeurs pour faire le calcul derrière n'étaient pas comme ceux de maintenant, mais il y avait des choses comme ça. La seule différence, c'est que ça valait $300 000, donc par conséquent, c'était destiné à la NASA pratiquement exclusivement. Mais à l'époque, personne ne pensait faire des jeux vidéo. Après, il y a eu quelques casques de jeux vidéo là-dessus, mais je pense qu'il y aura peut-être plus, quand on regarde à l'heure actuelle un certain scepticisme qu'il existe sur le marché de la réalité virtuelle pour les jeux vidéo, il y aura peut-être plus d'applications dans des domaines qui ne relèvent pas du jeu vidéo, et même peut-être plus de films à 360 que de jeux vidéo proprement dit dans les années qui viennent. Et donc, là, vous regardez, vous tapez dans les startups variées et diverses qui font de la réalité virtuelle, vous avez une quantité industrielle de gens qui réfléchissent à tout ce qu'on peut faire avec ça. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, il faut qu'on libère la salle.